Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Telle se décline la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Effectivement, c'est la question LGT de ce soir qui sera débattue donc dans l'actu. Et bien sûr, on ouvrira le téléphone dans quelques minutes pour vous permettre de participer à l'émission. Vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous avez la possibilité aussi de nous joindre en nous écrivant sur la page Facebook de La 3. Pour l'émission de ce soir, je serai donc avec Saint-Séverin. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue Saint-Séverin. Merci. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau. Merci. Moi aussi, je suis ravi d'être à côté de mon frère Oye. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Bon, dis donc, beaucoup de courage avec ce voisin-là. Je ne vous envie pas. Allez, Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue, Balo. Comment vous allez? Merci, ça va et chez vous? Très bien, merci. Très belle montre. Et merci. Balo et ses compliments. Merci beaucoup, Balo. Oui. Et puis, Noël Boli, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Impeccable. Impeccable, d'accord. Noël Boli, est-ce que vous savez, justement, qu'aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que la Côte d'Ivoire a été menée 4-0. Ah, c'était la grande tristesse. C'était à la Guinée équatoriale. C'était le désarroi total. Et c'était vraiment, les rues d'Abidjan étaient vraiment vides. C'était la grande tristesse. Enfin, je préfère ne pas trop m'en souvenir parce que c'est pas vraiment des souvenirs qu'on veut conserver dans son esprit. C'est clair, mais bon, malheureusement... Ça fait partie de la vie. Malheureusement, on parlera de ça ce soir, oui, dans la rubrique dédiée justement aux souvenirs de la CAN, jour pour jour, CAN jour pour jour, et on parlera de ce match Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, avec Balo aux commentaires, il parlera aussi avec des anecdotes. Saint-Séverin aussi pareil, Jean-Philippe pareil, et même moi qui étais présente au stade, ouh là là, quelle galère. Bref, ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, commençons avec le sourire, avec la première rubrique de l'émission. Et c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. C'est maintenant. On y va. Parlons de football à présent. Éliminatoire, Coupe du Monde féminine U17, Zone Afrique. Le président de la FIF galvanise les joueuses. Quelques jours après leur qualification pour le second et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17, Zone Afrique, les éléphantes cadettes ont été reçues hier mardi par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo. Profitant de cette occasion, le patron de la Maison de Verre a salué les filles pour leur performance face au Sénégal à l'issue des 2 manches de ces éliminatoires. Il les a surtout invitées à redoubler d'efforts pour écrire leur propre histoire dans cette marche qualificative pour la Coupe du Monde. Vous avez joué le premier match ici, qu'on aurait dû gagner si vous aviez été un peu plus réaliste dans la surface de réparation. Parce que vous avez eu beaucoup d'occasions. Vous voyez que je vous ai suivi, hein. Vous ne me voyez pas, mais moi je vous suis. Donc vous avez manqué de réalisme, malheureusement. Sinon on aurait fini à 3-1, 4-1 et on aurait été tranquille pour le match retour. Mais vous avez eu quand même la force de partir là-bas, malgré l'adversité, de vous battre et de revenir avec ce score de 2 buts partout. Donc finalement, le Seigneur a décidé que ce soit vous qui passiez. Et je suis très fier de vous, je voulais vous féliciter. Je veux aussi vous dire que vous êtes des U17, mais prenez conscience, mais vraiment prenez conscience, je répète 3 fois, prenez conscience que vous êtes l'avenir du football dans ce pays. Ligue des Nations Baby. Comme annoncé il y a quelques jours, la Ligue des Nations Baby, dont le promoteur est Karim Cissé, a effectivement débuté le week-end dernier en Zoumana Konaté de Treichville Biafra. Pour la journée inaugurale, 2 matchs étaient au programme, notamment le match d'ouverture ayant opposé la Côte d'Ivoire au Niger. Une rencontre remportée par l'équipe ivoirienne 3-2.
Le Liban a eu raison de la France 2-0. La Guinée a laminé l'Espagne 5-1. L'explication Nigeria-Sénégal a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga 1-4. En tout cas, le public, qui a effectué le déplacement en grand nombre, n'a pas boudé son plaisir lors de cette première journée d'un bon niveau, à la grande satisfaction de l'initiateur principal. Effectivement, les nations, elles ont répondu, les supporters ont répondu. Vous le voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez le Liban qui est là, qui est venu massivement soutenir son équipe nationale. Il y a la Côte d'Ivoire qui a fait le match d'avant face au Niger. Les tribunes aussi étaient pleines. Donc les nations, elles ont répondu, mais comme je dis, c'est la première édition et c'est la première journée, donc ça va monter petit à petit. Voilà, n'oubliez pas, on aura donc la rubrique Souvenirs Cannes 2023, Cannes 2023, jour pour jour. Ce sera donc tout à l'heure avec bien sûr le débrief du match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et les 4-0 encaissés. Voilà. Allez, le débrief des news. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Charlotte FC, Zaha officiellement présenté. On en parlait hier, Zaha qui a quitté son club, qui a été prêté à Charlotte FC. Ben, il est arrivé aux États-Unis il y a quelques jours en provenance de la France. Wilfried Zaha a été officiellement présenté ce jour. Le Charlotte FC a annoncé aujourd'hui que le club avait acquis l'attaquant Wilfried Zaha en prêt de Galatasaray jusqu'au 17 janvier 2026. Avec une option de prolongation du prêt jusqu'au 30 juin 2026, écrit le club américain dans son communiqué. Oui, on en parle avec Jean-Philippe. Mais j'espère qu'il sera épanoui, j'espère qu'il sera heureux. Il a traversé quand même des moments assez difficiles. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec certains joueurs ivoiriens qui sont passés par les championnats turcs, qui ont expliqué un peu la particularité de ce championnat-là. Il faut dire que pour un joueur comme Wilfried Zaha, ça n'a pas été facile. Il était très bien dans son cocon anglais, du côté de la formation anglaise de Crystal Palace, merci beaucoup. Et ensuite, il avait voulu découvrir un autre univers. Et si on essaie de repartir dans ce passé-là, il avait des touches du côté de l'Inter de Milan, du Milan AC, et Galatasaray s'est proposé la possibilité pour lui de jouer la Ligue des Champions dans un nouveau projet. Sauf qu'à Galatasaray, il a eu quelques soucis avec l'entraîneur, mais pas que. L'information qui n'a pas fuité, c'est que le club ne versait pas régulièrement son salaire. Et on connaît le caractère de l'homme. Il a commencé à rouspéter, il a commencé à se plaindre. Et le club a trouvé comme moyen d'essayer de, tout simplement, entre guillemets, pas se séparer de lui, mais de lui trouver quand même un point de sortie. Et finalement, c'est Lyon qui est venu se proposer à lui. Quand Lyon est arrivé, bon, l'enfant, Wilfried Zaha a montré tout de suite que ce n'était pas peut-être le club dans lequel il espérait tout simplement rebondir, mais il est allé, ça n'a pas marché avec le coach de cette formation. Et puis là, on voit sur les images qu'il est plus heureux, plus épanoui. Ce sourire-là, je ne l'avais pas vu quand il signait du côté de Lyon. J'espère que maintenant, il va... Où il est arrivé d'ailleurs en retard. Voilà, vous voyez tout ça. Donc j'espère que maintenant, il va retrouver la joie du jeu. Il a un MLS. Il va croiser sûrement, s'ils arrivent à se qualifier pour une fois pour les playoffs, l'équipe de Lionel Messi, parce que c'est une équipe de retraités qui n'arrive toujours pas à se qualifier pour les playoffs. Donc moi je souhaite que Wilfried Zaha réussisse tout simplement ce nouveau point de sa carrière du côté des Charlotte. De Charlotte FC. Et puis on a Jonathan Bamba aussi qui vient de déposer ses valises aux États-Unis, précisément à Chicago. L'attaquant ivoirien a signé jusqu'à 2027 avec une option activable par le club pour 2028. Je suis heureux de rejoindre le Chicago Fire à un moment aussi important pour le club, a déclaré Jonathan Bamba. Et puis, Saint-Séverin, oui, éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 Zone Afrique, le président de la Fédération ivoirienne de football galvanise les joueuses. Oui. Ah oui, le miracle féminin ivoirien qui a eu lieu ces derniers jours dans le football, c'est la qualification des U17. Vous vous rappelez, elles avaient été tenues en échec ici par les Sénégalaises à Abidjan, un peu partout au match aller de ces éliminatoires du mondial U17 féminin 2025. Et au Sénégal, à Thiès, elles se sont revenues avec un résultat de 2 buts partout, synonyme de qualification. Donc oui, le président de la fédération les a reçus. Et, il a tenu un discours prometteur, surtout quand on sait tout l'argent investi par la FIFA ces dernières années et même récemment pour le développement du football féminin. Ça fait du bien de voir ces jeunes filles-là qui n'ont pas de championnat ici,
la plupart jouent dans les clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1. Et donc, elles ont réussi l'exploit d'éliminer les Sénégalaises sur leur base. Voilà, donc oui, un discours prometteur, il a dit, par la même occasion que tous les choix qui ont été faits ces derniers jours, surtout celui de l'entraîneur principal de la sélection féminine A, senior, c'est un choix pour que le football féminin aille plus haut. Alors, beaucoup d'Ivoiriens se sont interrogés. Pourquoi on ne prend pas des Ivoiriens pour tout ça? Mais le président de la fédération a expliqué un peu. Il faut savoir que pour ces postes-là, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui ont postulé. Il faut être clair là-dessus. Et donc, un entraîneur comme Reynald Pedros, selon le président de la fédération ivoirienne de football, c'est un entraîneur du niveau des sélections européennes. D'accord. Avec une grosse expérience. La Ligue des champions avec Lyon. En France, champion de France, il a amené l'équipe du Maroc en Coupe du Monde et tout ça. Donc, oui, après 10 années quasiment de disette, de 2015 à 2025, la sélection ivoirienne a aujourd'hui un coach de grande envergure. C'est comme si on avait recruté pour nous là aujourd'hui Hervé Renard pour la sélection A. Donc oui, c'est énorme et donc c'est prometteur pour ces jeunes-là qui, dans quelques semaines, vont affronter le Burundi pour le deuxième tour des éliminatoires de ce mondial U17 afin de se qualifier. Très bien, ok. On parlera de Wilfried Sengo qui assure une place de barrage à Monaco avec Noël et puis aussi avec Ballot Sport Mécanique. Mais pour l'heure, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, donc après cette courte page publicitaire. Et puis Noël Boli, on vous écoute. Wilfried Sengo. Oui, Wilfried Sengo, en ce moment, il brille de mille feux du côté de Monaco. C'est très bien. Comme je disais tout à l'heure en off, en fait, j'ai l'impression qu'au poste de défenseur central, il est encore, moi je le trouve, en tout cas ça n'engage que moi, je le trouve meilleur. Parce que physiquement, il est présent, il est intelligent dans le placement. Et en plus, il arrive à rattraper des coups parce qu'il est assez rapide. Franchement, Wilfried Sengo, c'est une réussite du côté de Monaco. Hier, ils ont perdu des matchs faciles. Je crois que le dernier match en championnat qu'ils ont perdu, c'était contre Montpellier. Je ne sais pas si Wilfried avait joué ce match-là. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il n'avance pas. Et il fait vraiment une très très belle saison. Je pense qu'à ce rythme-là, il risque de ne pas rester très longtemps à Monaco. Et ce serait bien pour lui, ce serait bien pour la sélection ivoirienne. En tout cas, bravo à lui, puis on espère qu'il va continuer comme ça. En tout cas, bon vent à Wilfried Sengo. Et puis sport mécanique avec Ballot. Oui, pour parler statistiquement du meilleur pilote de tous les temps de Formule 1, Lewis Hamilton, avec un palmarès complètement énorme, 202 podiums, 105 victoires, 102 pole positions, qui signe du côté de l'écurie, qui a signé dans l'écurie de celui qui est son, si vous voulez, le meilleur pilote ex aequo de tous les temps, Michael Schumacher, avec ses 7 titres qu'ils ont en commun. Eh bien, il a rejoint donc l'écurie de Ferrari. Il a fait ses premiers pas, ses premiers tours de course sur le circuit de Fiorano. Il a fait un tour aussi du côté de l'industrie Maranello, donc de Ferrari, où on met en place la monoplace, on met en place la voiture. Il y a eu des mots très important de la part de Frédéric Vasseur, qui est le patron de l'écurie qu'il a eu dans les catégories inférieures automobiles, qui a en tout cas exprimé sa joie d'avoir Lewis Hamilton avec toute son expérience, avec tout ce qu'il pourra apporter à l'écurie. Mais nous, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir qui aura le leadership en début de saison. La saison débute en mars du côté du Grand Prix de Bahreïn. Qui aura le leadership de cette écurie entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc? D'autres me diront que logiquement, ça sera Lewis Hamilton, mais on attendra de voir qui sera le leader, parce qu'il y a eu ce problème de leadership avec Carlos Sainz, qui était le pilote à qui il a succédé. On a eu des problèmes de stratégie dans l'écurie de Ferrari sur qui devait prendre le leadership sur certaines courses. On attend de voir si ça sera réglé cette nouvelle saison avec l'écurie de Ferrari. Mais en tout cas, la photo de Lewis Hamilton avec un costume noir et derrière, la couleur rouge de Ferrari a fait le tour du monde. En tout cas, c'était l'une des photos les plus likées du moment. En tout cas, bon vent à Lewis Hamilton. Et on attend de voir cette saison une grosse confrontation, une grosse adversité avec Max Verstappen qui est du côté du Red Bull. En tout cas, une nouvelle page de son histoire, Lewis Hamilton. Oui, Jean-Philippe, désirez ajouter quelque chose? Non, c'est juste un point sur ce que Ballot a dit. Je pense que Ballot a la réponse sur le leadership. Il fait juste du Ballot. Mais je ne pense pas que Lewis va laisser
tout simplement Mercedes, pour venir être colistier du jeune Leclerc. Charles le sait. Charles va piloter aux côtés de son idole absolue. Vous savez, dans le paddock, il y a plus de pro Lewis Hamilton que de pro Verstappen aujourd'hui qui est le champion du monde. La quasi-totalité des jeunes pilotes se reconnaissent plus Lewis Hamilton dans son caractère, mais surtout dans son caractère, il est assez fair-play en fait, par rapport à un jeune comme Verstappen. Et Charles Leclerc, c'est l'un des grands fans de Lewis Hamilton. Pour lui aujourd'hui, c'est tout bénef. Il va apprendre de ce grand champion, il va grandir dans le ciel ce grand champion. Il reste quoi à Lewis Hamilton? 2 ou 3 saisons encore et puis c'est fini. Et lui, il a un seul objectif, c'est de gagner le championnat du monde pour la 8e fois et être le meilleur pilote de tous les temps. Alors que cette année, selon les statistiques, Ferrari serait donc la Scuderia, pour ne pas dire l'écurie, qui risque d'avoir le véhicule le plus performant, la monoplace la plus performante pour cette saison. Donc il est parti accroître ses chances d'avoir ce 8e titre avec la meilleure écurie de tous les temps de la Formule 1 avant de dire tout simplement au revoir à cette discipline. Donc la question ne se pose pas. Non, je ne pense pas. D'accord, le leadership sera donc, la tête sera donc donnée à... On attendra de voir le début de saison. On attendra de toutes les façons. Non, pas du tout. De toutes les façons, dans les écuries, eh bien, on se bat pour le leadership. Et le pilote qui sera devant au point, eh bien, sera le leader naturel. Donc on verra. On verra donc qui sera le leader, Balo. Allez, la question LGT de ce soir, oui, je vous redonne la question. Mercato d'hiver, les pros ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Les pros ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Vous pourrez donc participer à l'émission, bien sûr, dans quelques minutes, lorsqu'on ouvrira le téléphone en nous appelant au 27 21 59 93 99. Mais déjà, vous avez la page Facebook de la 3, hein, continuez, écrivez-nous. Et puis, bien sûr, je lirai vos messages pendant l'émission. Voilà, et puis la découverte d'un métier à présent. Celui de préparateur mental. Stéphane Darmon, ex-joueur de Perpignan, Nice ou Ajaccio, en est un. Guy-Serge Cadio a pu le contacter pour une interview, celui qui a inventé le Goleador Training, c'est-à-dire la machine à centrer, parle dans l'extrait que nous vous proposons de son parcours et de ce qu'il a attiré vers ce métier. On regarde. Donc moi j'ai un parcours voilà, de joueur professionnel de football, mais ça c'était à un autre temps. Ensuite j'ai créé une propre académie de football, ça fait 25 ans que j'ai une académie, c'était Platini qui avait créé cette académie de football, je l'ai depuis 25 ans à travers des stages et du perfectionnement. Ensuite je me suis lancé dans du spécifique attaquant, où là j'ai créé ma propre méthode d'entraînement. J'ai inventé une machine à lancer les ballons qui m'a permis de traverser le monde entier. J'ai eu l'occasion d'entraîner Mbappé, Cavani, Ibrahimovic. J'étais avec Guardiola, j'ai travaillé avec l'équipe nationale du Brésil, avec l'équipe nationale de France, avec le PSG, avec l'OM. Bon bref, j'ai fait tout un parcours important dans cette idée de faire évoluer les sessions spécifiques attaquants. Donc je me suis j'ai été un spécialiste où on m'appelait éventuellement quand des équipes marquent pas de but ou quand on veut mettre en place un process de formation sur les spécifiques attaquants. J'ai travaillé avec Jean-Pierre Papin sur pas mal de projets à travers des visions qu'on avait du spé attaquant. Et après j'ai inventé un indice de performance aussi à travers aussi les buteurs. Et donc voilà, l'évolution, une évolution puisqu'il faut parler d'évolution. L'évolution c'est demain. L'évolution de demain pour moi c'est qu'aujourd'hui les joueurs doivent apprendre à s'entourer d'un staff et d'aller chercher des marges de progression, comme je l'ai dit à travers bien sûr la définition d'un préparateur mental, d'aller chercher des marges de progression ailleurs. Et donc voilà, naturellement je suis venu à la préparation mentale à travers là aussi l'hypnose, la PNL, l'aspect émotionnel et comment on pouvait à travers soit la technique et l'émotionnel créer un process
et créer ma propre méthode en fait, puisque j'ai créé ma propre méthode d'entraînement et ma propre méthode, voilà, c'est un lapsus l'entraînement, mais c'est un peu ça aussi, hein, c'est en dehors des terrains et ultra technique à travers l'approche gestuelle, l'approche détail, et ultra aussi émotionnel à travers la visualisation et bien d'autres éléments de ma méthode. C'est donc l'interview de Stéphane Darmon, préparateur mental. Vous aurez donc l'intégralité de cette interview très bientôt sur nos antennes. Bon, messieurs, est-ce que vous connaissez déjà ce métier? Bien, vous le découvrez? Non, je ne le découvre pas. Ça va vous étonner d'ailleurs. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2023. On avait accompagné les éléphants en Tanzanie pour affronter la Gambie, pour les éliminatoires du mondial. Gassé était encore à la tête de l'équipe, c'était avant la CAN. Et donc, dans une discussion avec Aruna Denane, qui est aujourd'hui le manager des éléphants, on en parlait. Je leur disais que les éléphants sont trop fébriles dans les dernières minutes des matchs et tout ça. Et ils ont dit qu'ils font de la préparation mentale avec les joueurs. Ahmed Ouattara, souvent Kalou quand il est là, et Aruna Denane. Alors, ça m'a semblé bizarre parce qu'ils ne sont pas psychologues. Pour toucher le mental, comme vous lui le disiez en off, il faut être psychologue, mais eux, ils le font surtout avec l'expérience, leur vécu, des grands matchs, des grands moments en déplacement et tout ça. Donc oui, je ne sais pas si la méthode a fonctionné, mais en tout cas à la CAN, on a vu des éléphants avec un mental d'acier. Donc ça me va. Très bien, en tout cas, oui, Noël. Oui, enfin, j'ai connu aussi un préparateur mental, peut-être que ça va vous surprendre, qui s'appelait Yannick Noah. Ah bon? Oui, c'était Yannick Noah, le Camerounais, le tennisman. C'était en oui. 1996, là je vais chercher très loin, hein, oulala. Non, je ne sais plus. C'était quand le Paris Saint-Germain avait gagné la Coupe des Coupes à l'époque. Et Yannick Noah était dans le vestiaire, justement. À l'époque, c'était Michel Denisot qui était le président du club. Oui. Il me semble que Yannick était dans le vestiaire, justement. Il faisait ce qu'on appelait la préparation mentale avec un brin de psychologie. Parce que forcément, il faut avoir un brin de psychologie. C'est-à-dire que la préparation n'est pas la même pour tous les joueurs. Donc Yannick Noah avait boosté un petit peu les Parisiens à cette époque-là et ils sont arrivés au sacre. Est-ce que c'est l'apport de Yannick Noah qui a fait ça? Là est toute la question. Mais toujours est-il que, voilà, ça a été vraiment relégué à l'époque dans la presse. Et c'était vraiment la première fois que j'avais entendu le préparateur mental dans une équipe. Et il l'a fait récemment aussi pour le Cameroun. Le 4 septembre. Le 4 septembre, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, le 4 septembre, il a été invité par... Oui, bien sûr, 2004. 4 septembre 2005. Donc à Abidjan, on se souvient que José Mourinho, Roman Abramovich s'étaient déplacés, mais la fédération camerounaise l'avait contacté également pour le suivi mental de l'équipe camerounaise ici à Abidjan. Et ça avait porté ses fruits puisqu'ils se sont imposés ici 3-2 face à nos pachydermes. Donc c'est dire que c'est important, mais dans la préparation mentale aussi, c'est vrai qu'il y a l'aspect psychologique, mais il y a l'aspect aussi des méthodes de motivation. Comment est-ce qu'on peut emmener l'athlète à se surpasser, à se surclasser? Il y avait, on se rappelle à l'époque d'un entraîneur de Toulouse, hein, Duprat qui avait donc eu des séances de motivation en diffusant des vidéos des différents membres de la famille des joueurs. C'était un dernier match de Toulouse pour le maintien donc, en Ligue 1 et il avait diffusé des vidéos avec des familles, la maman, les enfants qui encourageaient les joueurs à se surpasser, lors du match. Là aussi, ça dénote aussi d'une forme de préparation mentale, toutes ces méthodes de motivation. En tout cas, c'est un métier très, très intéressant, très important, important dans tous les sports. Un métier très important. En tout cas, sachez que vous aurez l'intégralité de l'interview très bientôt sur nos antennes. Et puis, on va passer à la rubrique souvenir de la CAN, CAN 2023, jour pour jour. Bon, déjà, dedans, on verra si les éléphants avaient le préparateur mental avant ce fameux match. On y va, CAN 2023, jour pour jour, c'est maintenant. CAN 2023, jour pour jour. Oui, quel souvenir ce soir. Bon, comme vous le savez, notre rubrique CAN 2023, jour pour jour, est consacrée à l'anniversaire du parcours héroïque des éléphants. Aujourd'hui, nous revenons donc sur le 3e et dernier match de poule opposant la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Pour mieux comprendre les enjeux de cette rencontre, voyons le point après la 2e journée. Le point.
Oui, donc lors de cette deuxième journée, on a la Guinée équatoriale qui a battu la Guinée-Bissau 4-2. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 1-0. Et donc la Guinée équatoriale était en tête du classement avec 4 points. Le Nigeria, 4 points deuxième. La Côte d'Ivoire, 3 points en position pour aller chercher la place de meilleur troisième. Donc il y avait l'importance pour les éléphants de battre la Guinée équatoriale, on voit au classement, pour pouvoir être en position d'équipe qualifiée directement, alors que la Guinée-Bissau affrontait le Nigeria pour glaner le premier point de la poule. Et c'était le dernier match de poule, donc comme vous l'avez dit, défaite par le Nigeria lors de la deuxième journée. La sélection ivoirienne se doit de réagir devant son public contre la Guinée équatoriale. Un adversaire qu'elle a toujours battu à la CAN. Mais bon, l'objectif est d'éviter une deuxième défaite d'affilée afin d'assurer la qualification pour les 8e de finale. Le stade Alassane Ouattara des Bimpe est plein à craquer ce 22 janvier 2024. Le décor est planté, donc on y va, on regarde cet élément. Moi, il y avait 4-1. Saint-Germain. Oh! C'est le deuxième. On l'avait dit. Ils savent qu'on est très abattu. Voilà. Il faut replier, messieurs, il faut revenir au plus vite. On est abattu. Voilà le 3-0. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, mon cher Ballot? Ça fait 3-0. Allez, regardez. Ah, il arrive toujours. Quand je parlais de sortie courageuse, on voit l'illustration. Ah, c'est quoi Capitji pour revenir. Il faut venir aider, il faut venir aider, Van Dika. Il faut venir l'aider. C'est pas possible. Il faut venir aider Van Dika. Je suis dehors parce que je suis découragée. Je suis très découragée. 3-0. Ça, on a l'habitude de dire que le découragement n'est pas ivoirien, mais aujourd'hui, nous sommes très abattus. Oui, je suis découragée, mais il y a mal au cœur. Il y a mal à la poitrine, ouais. Ça fait mal, mais bon, aucun métier n'est facile. On espère que la prochaine coupe sera à nous. Mais la prochaine, on me suis découragée. C'est ce moment que je suis découragée de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous décourage. C'est ce moment que C'est dans la maison. Aïe, mais ça ne fait rien de ta sang, on a perdu. 3-0. Non. Comme si c'était hier, 4-0. Bon, à ce niveau du jeu, on était pratiquement éliminés, sinon on pensait véritablement qu'on était éliminés. Ballot, vous qui étiez au commentaire avec Wallo, on entendait Wallo vous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, oui, Ballot? Mais parce que c'était un match du point de vue des commentateurs surréalistes. Parce que sur le début de match, les éléphants en termes d'occasion, en termes de présence offensive, étaient clairement meilleurs aux Équato-Guinéens. On a eu une inefficacité incroyable. On a eu Christian Kwame. Tous les attaquants pratiquement qui avaient été alignés sont passés à la trappe en termes d'efficacité. On a eu le changement et la rentrée en jeu de Jean-Philippe Crasso, qui est lui le seul capable de concrétiser au moins une occasion, mais les rattraper. Pour l'anecdote, on est dans la célébration, dans la danse, lorsque Jean-Philippe Crasso marque le but. Et on ne se rend pas compte, parce qu'on ne regarde pas le moniteur, pour se rendre compte qu'il y a une position de hors-jeu. Et c'est après qu'on nous dit en régie, mais attention, le but finalement a été refusé. Et finalement, il y avait eu une position de hors-jeu. Et je me souviens aussi, en début de match, du penalty que Nicolas Pepe aurait pu provoquer. Oui, oui. Oh, bon, enfin, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il a tombé. En se laissant tomber, parce que si on dit que en tombant, parce que se laisser tomber, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu contact. Donc il y a eu contact, il y a eu contact, mais il s'est maintenu. Contact au niveau de la cuisse, et finalement, il s'est maintenu pour une occasion manquée. Donc il y a eu pour nous un sentiment de cauchemar, parce que tout
portait à croire que l'équipe de Côte d'Ivoire avec les armes pour remporter cette rencontre, mais il y a eu une inefficacité mystérieuse. Et en face, il y a eu une efficacité légendaire de la part des Équato-Guinéens parce que ces 4 occasions, hormis le coup franc, donc 3 occasions franches de but, 3 buts. Donc il y a eu un réalisme incroyable de la part des Équato-Guinéens et un gardien aussi équato-guinéen qui a été très présent. Donc ça a été en tout cas quelque chose de difficile à vivre parce que faut à la fois continuer à bosser et faire fi des sentiments. C'était pas très évident à faire, mais clairement il y a eu beaucoup de lacunes. Il y a eu aussi beaucoup de découragement dans les rangs des éléphants à 2-3-0, ce qui n'est pas normal pour une grande équipe. Donc il y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de cette rencontre. Beaucoup d'enseignements à tirer, effectivement, vous l'avez dit, une efficacité mystérieuse, un cauchemar éveillé. Oui, on l'a vécu, Jean-Philippe. Cette inefficacité-là, elle est née simplement d'un complexe de supériorité de la part des nôtres. Ce match-là n'a pas été mentalement bien préparé. On va dans une compétition, on est dans un groupe à 4 où on a la Guinée-Bissau. Et la seule équipe dont on estime avoir pratiquement le même niveau, c'est le Nigeria. On joue face au Nigeria, on s'incline certes, mais on se rend compte que dans la rencontre, on a fait juste preuve d'une inefficacité face à un adversaire qui nous bat sur un penalty. Et on s'est dit, bon, la Guinée équatoriale, ça va passer. On ne s'est dit même pas que ça doit passer. Aucun Ivoirien ne s'est réveillé ce matin-là en se disant que face à la Guinée équatoriale, on allait même faire un match nul. À plus forte raison, les joueurs. Après, il y a eu des bruits de couloir. Est-ce que ces bruits-là sont vrais ou faux? Où les cadres avaient quand même essayé d'attirer l'attention du staff managérial sur la pression qu'on pouvait ressentir dans ce genre de rencontre. Et les garçons se sont retrouvés dans le match face à la Guinée équatoriale et Bimpe. Ils sont très bien rentrés dans le match quand même, parce que si vous regardez la rediffusion, vous verrez que les nôtres sont bien rentrés dans le match. Et à ce but d'Emiliano Nsoué qui vient tout simplement leur couper les jambes. On est mené 1-0. À ce moment-là, on ne sait pas si on doit être patient. Et cette patience, on va le voir dans le déroulé de cette rubrique jusqu'à la fin. On a fini par la faire revenir. Hein. Cette patience, quand on est mené de se calmer pour aller rechercher l'égalisation, c'est ce qui nous a manqué dans ce match-là. On est passé automatiquement du fait d'être mené à la précipitation. On regarde les 2 derniers buts, parce que le second but, c'était coup franc. Mais même si ce coup franc-là, les 3 derniers buts de cette équipe de la Guinée équatoriale proviennent de contre-attaques où on est quasi inexistant à partir de la ligne médiane. Parce qu'on allait investir le camp de cette équipe. Il aurait suffi simplement de garder le calme, de continuer à jouer notre jeu et forcément ça allait venir. Mais on s'est précipité. Malheureusement, émotionnellement, l'entraîneur avait flanché. Les joueurs n'avaient plus quelqu'un sur le banc pour tout simplement les ramener à l'ordre. Ils étaient quasiment laissés à eux-mêmes. Et ce qui devait arriver est arrivé. Le dernier point qu'il faut noter sur cette équipe de la Guinée équatoriale, c'est qu'elle était constituée quand même en grande partie de jeunes joueurs qui avaient déjà joué des sélections de jeunes, notamment en Espagne et autres. Donc c'était quand même de très bons footballeurs. Voilà, ce n'était pas des gens qui venaient simplement de la Guinée équatoriale. Et le résultat est là, à la fin du match, c'était terrible. La Côte d'Ivoire donc encaisse donc ces 4 buts. Sans c'est vrai, anecdote sur ce match. Alors, j'étais à Koumassi, à l'Agora de Koumassi. Imaginez le monde fou. Au début du match, c'était l'hystérie totale. On n'avait même pas encore commencé à jouer. Tout le monde était heureux. On va écraser la Guinée équatoriale. On passe rapidement en 8e de finale. Oui. Marie-Christine, à la fin du match, j'ai jamais entendu autant d'injures. J'ai jamais vu autant de colère dans les yeux des gens. Et nous, les journalistes qui avions des appareils, les gens voulaient même nous arracher nos appareils pour parler au président de la République et au coach. Mais c'était en griffe la mise à mort des gassés des joueurs. Je comprends leur peur. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'après ce match, il y a une facette des Ivoiriens que j'ai vue. Mais les Ivoiriens aiment vite se décourager. Ça, je vous le dis. Et il ne faut pas qu'on se mente aujourd'hui. Il est temps de se dire la vérité. Sur 100% d'Ivoiriens, il y a 99% qui ont pensé qu'on était éliminés. Il y a une chaîne concurrente qui a annoncé en direct qu'on était éliminés. Il y a un ancien président des fédérations qui a annoncé en direct qu'on était éliminés. Il y a un ancien footballeur qui a annoncé en direct qu'on était éliminés. C'était le ressenti de tous les Ivoiriens. Ceux qui pensaient qu'on allait passer parce qu'on avait une infime chance, ils l'ont gardé pour eux. Doucement. C'était dans leur cœur. Parce que, à l'époque, ce 22 janvier 2024-là, dire que la Côte d'Ivoire va passer, c'était un crime de lèse-majesté. Il ne fallait pas prononcer ça. Jusqu'à ce que, après, les joueurs... Et moi-même, j'ai envoyé un message à un footballeur qui me répond toujours. Marie-Christine, il m'a répondu 3 jours après. J'ai compris que c'était la catastrophe.
C'était la catastrophe. Et puis justement, comme si c'était hier, hein, les Ivoiriens se souviennent de ce match et ils se sont confiés à notre micro. On les écoute. Cette défaite, je l'ai très mal vécue. J'avais perdu espoir. Je me souviens que quand je suis rentré à la maison, je ne voulais parler à personne. Ce jour-là, je me suis vite couché. Mais Dieu a fait grâce avec la qualification in extremis. Grâce au Maroc, l'espoir a rené. Il faut dire que ça a été vraiment très difficile pour moi, étant un fan vraiment du foot et surtout de la Côte d'Ivoire. Et cette défaite vraiment a laissé une douleur vraiment dans notre cœur. Puisqu'on partait déjà avec de l'espoir face à la Guinée, on se disait que la Côte d'Ivoire allait facilement battre cette équipe. Mais voyant que nous avons encaissé le premier but, on se disait que ce n'était pas trop grave, qu'on allait revenir. Mais encaisser 2 buts, 3 buts, vraiment c'était difficile. Et jusqu'à encaisser encore le 4e but, finalement, on s'était dit que c'était plus possible de revenir dans ce match. Comme tout citoyen, vraiment, voir son équipe nationale perdre, c'était vraiment très difficile pour moi. Surtout que j'étais accompagné de mes parents. Et voir les éléphants s'humilier aux yeux du monde, pour un pays qui organise la CAN, c'était vraiment difficile. Donc ça a été l'un des moments les plus difficiles dans ma jeune carrière de supporter de football. Mais bon, on a essayé de faire tant bien que mal, vu qu'au final, on a remporté la CAN. Donc ça a été vraiment un succès pour nous. Cette défaite-là, franchement dit, elle reste gravée dans ma mémoire. Et je suis sûr qu'elle restera gravée dans la mémoire de tous les Ivoiriens parce que c'était incroyable. On ne peut pas imaginer que la Guinée équatoriale va venir nous gagner 4-0. Et de surcroît encore, c'est nous le pays organisateur. Franchement, me poser la question, même me faire revivre encore ce match-là. 4-0 dans notre CAN. La CAN, c'est chez nous. Noël Boli, oui. Oui, enfin, je me souviens que le soir de ce match, j'étais sur le 20h de la RTI 1. C'est vrai qu'on était tous déçus parce qu'on espérait tous gagner, quoi. Mais quand on analyse le match, je veux dire, même avec beaucoup de recul, on s'aperçoit, comme disait Jean-Philippe, effectivement, on a peut-être bien fait l'entame du match n'était pas mal, mais c'était un peu brouillon. Franchement, c'était un peu brouillon. Il y a quand même un élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle nous a coupé les jambes dans cette CAN. Nous a coupé les jambes. Parce que vous savez, gérer émotionnellement une telle compétition dans un environnement où il y a beaucoup de passion, c'est pas évident. Et donc je pense qu'on a mal géré ça. Et il suffit qu'il y ait un grain de sable qui vient un petit peu, j'ai envie de dire, mélanger un peu la mécanique, c'est la panique totale. C'est effectivement ce qui est arrivé. Et après, on s'est repris parce qu'on n'avait plus le choix. Hein. Je veux dire, on était tellement dos au but qu'on s'est repris. Donc voilà, pour moi, ce match-là, on est complètement passé à côté. Mais complètement. On attaquait, on était 6-7, on n'était plus dans l'équilibre. On n'était plus dans l'équilibre. Dès qu'il y avait une contre-attaque, c'était considéré comme un but. Parce qu'on n'était plus dans l'équilibre. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'organisation, on a tout mal géré. Tout mal géré. Mais ça nous a servi pour le futur. Et c'est un très mauvais souvenir. Franchement, j'ai même plus envie de voir ce match. Mais ça nous a énormément servi, justement. On a beaucoup appris de ce match, comme le disait Balo. On a tiré d'énormes leçons et la suite, on la connaît. Surtout en milieu de terrain. Exactement. Bon, au terme de cette 3e et dernière journée dans le groupe A, voici le point. Le point dans le groupe A. Oui, donc tous les Ivoiriens étaient scotchés au résultat pour savoir, en tout cas, on était dans la tendance, en ballottage défavorable pour être meilleur 3e parce que la Guinée équatoriale était donc qualifiée. Le Nigeria, pareil, 7 points pour chacune des 2 équipes. Il y avait donc une finale en perspective pour la dernière journée, Guinée équatoriale, Nigeria pour la tête de la poule. Et la Côte d'Ivoire attendait avec 3 points de pouvoir passer dans un trou de souris. La Guinée-Bissau, elle était totalement éliminée avec 0 points. Et le tableau est clair, les éléphants qui ne sont plus maîtres de leur destin réussiront-ils à se qualifier pour les 8e de finale en qualité de meilleur 3e si le miracle se produisait, si le miracle véritablement. Quel adversaire croiserait-il? La dernière journée de la phase de poule a eu lieu le 24 janvier 2024. Rendez-vous donc le 24 janvier 2025 pour le prochain numéro de notre rubrique CAN 2023, jour pour jour. On saura si le miracle s'est produit pour la Côte d'Ivoire. Mais surtout, sachez que je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, les Ivoiriens, on a regardé tous les matchs
tous les matchs de en phase espérant la qualification en des espérant la éléphants. qualification à chaque fois. Et c'est jusqu'au dernier match que, bon... Il fallait 4 Mali, meilleurs Namibie, troisièmes. Maroc, Zambie. 4 meilleurs troisièmes. Et Mali, donc, nous, Namibie, on Maroc, regardait si on Zambie, allait et le puis- 4e meilleur troisième. Marie-Christine, quelle souffrance. Quelle souffrance. Bon, quelle souffrance. Franchement, on a regardé tous les matchs. On a été supporters de toutes les équipes. Elle était belle, hein, cette canne-là. Elle était On a magnifique. quand même regardé tous les matchs. Elle était magnifique, voilà. Allez, donc la suite, ce sera donc le 24 janvier 2025. On fait une petite pause. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, il est l'heure des stats du jour. On y va, les stats du jour. Alors, 11. Parmi les 16 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, 11 viennent de l'Afrique du Nord et 3 de l'Afrique centrale. Australe, merci. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est comptent chacun un représentant. 8. Auteur de 12 buts en 18 matchs en Liga, l'attaquant français Kylian Mbappé a été désigné 8 fois homme du match. Aucun joueur du Real Madrid ni de la Liga n'a été autant récompensé cette saison. 6. Amad Diallo, l'ailier de Manchester United, est le 6e joueur ivoirien à marquer un triplé en Première Ligue. Ses prédécesseurs sont Didier Drogba, Yaya Touré, Aruna Dendane, Aruna Koné et Salomon Kalou. Aucun pays africain ne fait mieux. Le Nigeria arrive en 2e position avec 5 joueurs. Voilà. Bon, déjà, la domination écrasante des pays du Nord sur le football continental. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Logique. Logique pour nous qui avons été plusieurs fois dans ces pays-là, au centre d'entraînement de Al Ahly, de l'Espérance Tunis, du Wydad Athletic Club. Ce sont des clubs qui ont beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et ce sont des clubs où les supporters sont, excusez-moi du terme, fous. Alors là, carrément fous de leur club. Dans la boutique des clubs, ils peuvent faire des rangs allant de ce studio à celui de Cocody, par exemple. C'est énorme, avec la famille. Donc, ils ont beaucoup de moyens et une meilleure organisation, parce que leur organisation est quand même calquée sur les clubs européens. Quand vous y ajoutez la passion, vous comprenez leur domination. Quand on est mieux organisé, quand on a plus de moyens, évidemment, on écrase la concurrence. Et puis, les statistiques de Kylian Mbappé, bon, est-ce qu'elles reflètent la forme du joueur actuellement? Noël. Oui, enfin, c'est vrai que même quand il n'était pas bien, il arrivait toujours à marquer. Mais moi, ça m'étonne quand même qu'il soit 8 fois élu homme du match. Enfin, parce que franchement, 2 fois, j'ai vu des matchs où il n'était pas terrible. Mais je crois qu'en Espagne, vous savez, c'est un peu particulier. Parce que là-bas, on veut toujours valoriser le championnat. Et comme Kylian Mbappé, c'est quand même une valeur marchande, c'est quand même quelqu'un qui est connu, c'est quand même une grande star, je pense qu'à un moment donné, ça a dû favoriser. Parce qu'il y a des matchs où il était vraiment, c'était moyen, quoi. Mais en tout cas, je suis très content parce que le garçon, il revient bien. Et puis, bon, bah, c'est Kylian Mbappé, tout le monde est content. Il revient bien, c'est bien pour lui, c'est bien pour le Real, un club que j'adore au passage. Merci pour les autres. Fallait plus que ça. Et puis, le Barça a battu non, mais bon, ça, nous on est à 7 points devant. Oui, avançons. Et c'est bien pour le football, quoi. C'est bien pour le football, c'est bien pour le football parce que c'est un immense joueur. Et on a Amad Diallo. Oui, Amad Diallo, qui montre qui met l'empreinte des internationaux ivoiriens en Première Ligue. Oui. Jean-Philippe? Oui, mais c'est valorisant. Le garçon est arrivé. Il suit la trace quand même d'illustres grands footballeurs. Tous les garçons qui ont été cités là sont des garçons qui ont marqué une empreinte indélébile à la fois la Première Ligue, mais également l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, pour l'instant, il est en train de marquer également, de par sa présence, la Première Ligue anglaise. Il lui reste à marquer également l'histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est attendu énormément sur les bords de la lagune. Et bien, durant le mois de mars, il reste encore près de 60 jours. Et on espère qu'il va toujours garder sa très belle forme.
Maintenant, du côté de Manchester, c'est vrai que pour l'instant, ça évolue de manière sinusoïdale avec des prestations exceptionnelles face aux grands et moribondes face aux plus petits. On espère qu'Amorim va trouver le bon équilibre pour permettre à Ahmad de continuer à performer. Mais en tout cas, nous sommes fiers quand moi je me réveille, que je pars sur les réseaux sociaux, que je tape son nom, voir la ferveur qu'il crée du côté de l'Angleterre parce qu'il a la chance quand même. Hein, parce qu'on a parlé de Drogba, de Yaya surtout, qui ont joué dans des clubs mythiques anglais. Les autres, dans des clubs anglais, mais pas forcément mythiques. Aruna connaît d'année. Lui, par contre, il joue dans, pour moi, le second club le plus mythique d'Angleterre, derrière Liverpool. Et voir un Ivoirien briller dans cette équipe-là, pour moi, c'est magnifique. J'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. Et justement, c'est pour ça aussi que ce soir, on parlera des pro-ivoiriens. Bon, la question LGT, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? C'est la question LGT de ce soir. Et on passe directement à l'actu. On y va. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez à présent nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 si vous ne réussissez pas à nous joindre au téléphone. De nombreux mouvements ont été enregistrés chez les footballeurs ivoiriens à la faveur du mercato d'hiver. Transférés, prêtés ou prolongés, ceux-ci ont-ils de nouveau la cote? Bon, ce sujet préparé par la rédaction fera un tour d'horizon sur la question. On regarde. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? C'est la question LGT donc de ce soir. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir le tableau synthétique des mouvements des footballeurs ivoiriens à la faveur de ce mercato d'hiver, justement. Oui, donc on a Seko Fofana de Al Ettifaq en Arabie Saoudite qui a posé ses valises à Rennes en France pour une durée de 4 ans et demi et un montant de 13 milliards de francs CFA. Emmanuel Agbadou lui a fait le voyage de Reims en France à Wolverhampton en Angleterre pour une durée de 4 ans et demi et une année en option supplémentaire pour un montant de 13 milliards de francs CFA. Quant à Jonathan Bamba, lui, il a quitté le Celta Vigo en Espagne pour Chicago Fire aux États-Unis pour une durée de 3 ans et un montant de 2,2 milliards de francs CFA. Roméo Aman lui a quitté le BK Häcken en Suède pour le Rapide de Vienne en Autriche pour une durée de 4 ans et un montant de 1,9 milliard de francs CFA. Christopher Operi, lui, a quitté la France. Du Havre, il part à Istanbul Başakşehir en Turquie pour une durée de 3 ans et demi et un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Et enfin, Konaté Valier, lui, a quitté Abidjan, le Racing Club d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, pour Monaco, la principauté en France, durée donc de 4 ans et demi et un montant du transfert. Et les prêts, donc Sébastien Haller, Leganés, Utrecht, 6 mois. Et Wilfried Zaha de Lyon à Charlotte pour une durée de 18 mois. Maxwell Cornet de West Ham au Genoa pour une durée de 6 mois et une prolongation d'Amad Diallo jusqu'en 2030. Voilà. Noël, on a vu les montants tout à l'heure. Non, mais on n'a pas parlé d'un... Il y a un petit jeune aussi là, qui s'appelle Romain Essé, qui est parti de Millwall à Crystal Palace. Il a, je crois qu'il a 19 ans, il est milieu offensif. Ouais. Il est très bon, je l'ai déjà vu jouer. Il est très bon. Bizarre qu'on n'ait pas parlé de lui, mais c'est vraiment une pépite. Une pépite aussi. Ouais, c'est vraiment un joueur à suivre. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous pourrez argumenter. C'est un oui pour Balo, c'est un non pour Noël Boli, c'est aussi un non pour Saint-Séverin et pour Jean-Philippe. Très bien, on part donc pour le tour de table. Et je vous laisse augmenter. Oui, vous dites quoi, vous deux? Balo l'a dit oui. Oui, Balo a dit oui, alors que tout le monde a dit non sur le plateau. Balo, on vous écoute. Oui, oui, mais pour moi, ils ont de nouveau, mais ils ont toujours eu la cote, en fait, en réalité. Pour moi, ce que je peux dire, je peux rendre compte de ce qui se passe actuellement, ils animent un peu plus le marché du transfert. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec, ils n'avaient pas de la cote. Il y a une grande nuance. Avoir la cote, c'est quoi? C'est est-ce que le profil des joueurs ivoiriens est demandé, est attendu, est souhaité? Oui, le profil des joueurs ivoiriens sur le marché des transferts a toujours été demandé. La preuve, on a un Odilon Kosonou qui, lorsqu'il évoluait au Bayer Leverkusen, était très courtisé par les meilleurs clubs européens. On a eu sur ce plateau même
a évoqué l'éventualité de jouer pour lui à Liverpool, au Real Madrid, et il est à l'Atalanta Bergame. Donc à cette époque où les joueurs ivoiriens animaient moins le marché du transfert, on voit bien qu'ils avaient de la cote parce qu'ils étaient toujours recherchés, fort même de leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, fort de leur potentiel qui est reconnu par tous les observateurs du football, fort de leur talent qui a été reconnu même dans les championnats comme la Ligue 1. Donc, ils avaient toujours la cote et maintenant, ils animent un peu plus le marché du transfert parce que, oui, les agents arrivent à baliser un peu plus le marché et parce que ces joueurs ivoiriens veulent avoir du temps de jeu pour certains, veulent être un peu plus visibles dans l'optique des échéances concernant la sélection ivoirienne qui sont donc la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2026. Donc pour moi, ils ont toujours eu de la cote et ils animent un peu plus le marché du transfert pour des raisons personnelles, mais surtout pour pouvoir exister en vue d'échéances importantes pour leur pays, en vue aussi de pouvoir monnayer leur cote de popularité, monnayer un peu plus leur talent dans leur carrière. En tout cas, vous répondez oui à la question LGT de ce soir. Les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote mercato d'hiver? Nous avons un appelant, Monsieur Ouattara. Il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Bonsoir, Madame Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. Et on vous écoute, Monsieur Ouattara. Les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Bon, je salue la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Je dis non. Non, ok. Pourquoi? Non, parce que, bon, tous ces changements, bon, il n'y a pas un qui a signé dans un top club. À part Amad Diallo qui reste à Manchester United, tous ces changements-là, il n'y a pas un qui a signé dans un club top. Voilà. D'accord. Deux aux États-Unis, bon, je crois qu'eux, ils sont allés pour le garage complètement. Hein. Monsieur Ouattara, d'accord, ok. En tout cas, c'est bien noté. Pour vous, c'est non. Non. Voilà, c'est bien noté, on a compris. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, Monsieur Ouattara. Bonsoir, madame. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. On salue tout le monde à Bondoukou. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Sur la page Facebook de la 3, nous avons Eun Montano qui nous dit « Bonjour la grande team ». Bonsoir plutôt. Vu les nombreux transferts des pro-ivoiriens dans les clubs importants à travers le monde entier, je me fais fort de dire que ces derniers ont de nouveau la cote. C'est en Côte d'Ivoire que nous ne reconnaissons pas la valeur de nos professionnels. Ailleurs, les dirigeants de clubs apprécient à plus d'un titre la valeur des joueurs ivoiriens évoluant dans les championnats européens et ailleurs. Nos vœux d'encouragement suivent nos binationaux. Merci et bonne émission. D'accord, monsieur Eun Montano. On a donc votre avis et votre réponse sur la question LGT de ce soir. C'est donc un non poussant Séverin et on écoute ses arguments maintenant. Les pro-ivoiriens n'ont plus la cote. Non, c'est fini ça. La preuve, ils sont pour beaucoup soit indésirables, comme Zaha à Lyon, ou en manque de temps de jeu, comme Haller, l'été à Leganés, avant de signer à Utrecht aux Pays-Bas. Mieux, les Ivoiriens ne signent plus dans les top clubs, ou ils ne coûtent plus rien sur le marché des transferts. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas forcément la quantité des transferts qui comptent, mais la qualité surtout. La qualité. Ça, c'est très important. Le plus gros transfert dans ce mercato a coûté 13 milliards. C'est celui de Agbadou, de Reims à Wolverhampton, et de Seko, de Etifak, à Rennes, en France. 13 milliards. Christopher Opéry, qui est parti pour être le titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la prochaine CAN, est parti de Le Havre, en France, pour signer à Başakşehir, en Turquie. Son transfert n'a coûté que 2,5 milliards. Pour moi, c'est famélique. Vous voyez, on est très loin alors, des transferts de Nicolas Pepe, de Lille à Arsenal, pour 52 milliards, de Sébastien Haller, de Francfort à West Ham, pour 32 milliards, de Drogba, de Marseille à Chelsea, pour 25 milliards. On est loin du transfert d'Eric Bailly de Villarreal à Manchester United, pour 24 milliards, on est loin du transfert de Sangaré Ibrahim du PSV à Nottingham pour 22 milliards. La cote des Ivoiriens a baissé et ça me fait dire que non, ils n'ont plus la cote sur le marché des transferts. Très bien, on a donc vos arguments et Noël, on vous écoute aussi sur la question. Oui, enfin, je veux rejoindre ça Séverin parce qu'effectivement, là, avant, on était
Avant, on était dans la haute couture, maintenant on est dans le prêt-à-porter. Hein. Donc maintenant, si Ballot veut se satisfaire du prêt-à-porter, libre à lui. On va pas l'empêcher. Le Yougos. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas du prêt-à-porter. Nous, on était habitués à la haute couture. Il fut un moment où les joueurs ivoiriens étaient vraiment réclamés par les plus gros clubs, et faisaient partie des plus gros transferts. Ouais. Et franchement, c'était vraiment tout bénéfique. C'est vrai qu'on n'a pas remporté des trophées à cette époque-là, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais vraiment, c'était la fierté de voir nos éléments évoluer dans les plus gros clubs. Mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la liste des mouvements, on s'aperçoit que vraiment c'est... Encore, je reviens sur cette expression, c'est vraiment du prêt-à-porter. C'est vraiment, voilà, il n'y a rien de plus de flamboyant. C'est pas mal pour ces joueurs-là parce qu'ils gagnent du temps de jeu, mais il n'y en a aucun qui intègre un top club, qui est un joueur majeur. Et moi, à partir de ce moment-là, j'estime que non. Effectivement, il y a des mouvements, mais il n'y a rien comment dire, de pertinent, il n'y a rien de savoureux. Donc pour moi, non, c'est pas... Il y a des mouvements, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. D'accord, pour vous, c'est non. Les pro-ivoiriens n'ont pas de nouveau la cote pour Noël. Voyons donc l'avis de M. Ibo. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Marie-Christine Avegré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, bonsoir à toute la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, M. Ibo? De Yopougon. En Amérique Oasis. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau. Et puis, on vous écoute. Les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Non, mais Marie-Christine, c'est fini ça. C'est fini. On parle d'ici, on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, on parle de la Côte d'Ivoire et en tant qu'Ivoirien, on ne peut pas se contenter du peu. Voilà, la Côte d'Ivoire, je dirais plutôt fait partie des meilleures équipes, des meilleures nations dans le domaine du football ici en Afrique. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment clair, à part Amad Diallo. Le reste, notre avis sur le plateau, c'est la quantité. Voilà, la qualité n'y est pas. Voilà, c'est pas parce qu'on n'apprécie pas nos joueurs, on les aime, on les apprécie, mais avec tous ces mouvements que nous avons vus pendant le mercato hivernal, nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu, c'est des petits clubs, c'est le club du milieu du tableau. Je dis, au risque encore de me répéter, à part Amad Diallo, ce mercato ne nous a pas produit quelque chose de bon, quelque chose vraiment de meilleur. D'accord, ok. Donc pour vous, c'est un gros non à la question LGT. D'accord. Un gros non. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ibo. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission Mercato d'Ivoire. Les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Ballot, vous maintenez votre oui, n'est-ce pas? Absolument. D'accord. Je peux veiller. Non, en terminant avec Jean-Philippe. Ballot, c'est prêt à porter. Non, allez, Jean-Philippe, vous aussi. Vous reconnaissez qu'effectivement, avant, c'était la haute couture et maintenant, c'est que de prêt-à-porter. Mais écoutez, moi, au niveau de mon analyse, déjà, je dirais que les transferts sont assez hétéroclites. Si on veut considérer le prestige de certaines équipes, ça diffère d'un pays à l'autre. Ça diffère également de la catégorie du joueur qui est transféré. Je regarde un peu la liste de ceux dont on a l'information de leur transfert. Je vois qu'il y a quand même des anciens de l'équipe nationale qui sont dans une sorte de pré-retraite. Il y en a qui sont peut-être à la relance. À la relance, je dirais par exemple Sébastien Haller et Maxwell Cornet, qui eux essaient de se relancer. Dans la pré-retraite, je vois un Wilfried Zaha, un Jonathan Bamba et même un Seko Fofana. C'est vrai qu'il revient à Rennes en France, mais on verra ce que lui veut donner comme orientation à sa carrière. Et puis derrière, il y a pour moi des jeunes qui montent. Christopher Operi, il est parti du côté de la Turquie. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Mais on a Agbadou qui est parti à Wolverhampton. Il a une ambition, celle de, je dirais, à court terme, intégrer un top club. On a un garçon comme Diomandé Vali, qui pour moi est le plus grand mouvement de ce mercato, qui lui quitte Abidjan, le Racing Club, pour se retrouver d'un club qu'on laisse Monaco. J'espère qu'il va pouvoir avoir assez rapidement du temps de jeu. On a parlé de Roméo Aman, qui va du côté du Rapide de Vienne. Et puis... Romain de Romain Kessé, voilà, qui joue en première ligue. Donc, je vois des jeunes qui, s'ils performent, vont peut-être aller toquer à la porte de ces grands clubs. Parce qu'en réalité, d'un point de vue qualitatif, quand on regarde dans les grands championnats, moi je prends par exemple en Angleterre, je suis en train de faire la liste, il y a à peine Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Newcastle, on n'a qu'un seul Ivoirien.
qui performent dans ces 6 grands clubs anglais. Et c'est Ahmad. C'est peu. On va du côté de l'Espagne. Aucun Real Madrid, aucun FC Barcelone, aucun Atlético de Madrid, aucun Atlético Bilbao. Les premiers qu'on retrouve, ils sont du côté de Villarreal. Et c'est Nicolas Pepe et Eric Bailly, qui est même peut-être en essence de départ. En Allemagne, on n'a personne au Bayern, on n'a personne du côté de Dortmund, on n'a personne à Leverkusen, alors qu'il y a de cela quelques saisons, on avait Sébastien à Dortmund, on avait Kosonou du côté de Leverkusen. Et on peut aller comme ça en France, on peut se rendre compte qu'on n'est pas dans ces clubs prestigieux qui jouent chaque milieu de semaine la plus prestigieuse des compétitions européennes, qui est la Ligue des Champions. Et donc, quand je regarde, je dis non. Mais, pour nuancer ce nom également, il faut, toute comparaison se fait au moins sur la base d'un référentiel. Je regarde sur le continent africain, à part le mouvement annoncé de Marmouche de Francfort à Manchester City, je ne vois pas un footballeur africain ou un pays africain qui arrive à positionner ses joueurs dans ces grands clubs. Est-ce que les grands clubs européens ne sont pas dans une forme de snobisme par rapport aux footballeurs africains? Je suis amené à me poser cette question parce qu'il y a un moment où ils n'avaient pas de difficultés à recruter un Adebayor, un Didier Drogba, un Samuel Eto'o, un Yaya Touré. Mais depuis cette génération, ils sont de moins en moins friands de faire appel à des footballeurs africains, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient matures, qui ont un certain talent. Donc je commence à m'interroger, est-ce qu'il y a un problème du footballeur africain aujourd'hui dans ces grands clubs? Et si peut-être on arrive à nous expliquer cela, peut-être que ça va nous donner une piste concernant aujourd'hui le transfert des joueurs ivoiriens dans ces clubs-là. En tout cas, pour vous, c'est bien non. Les pro-ivoiriens n'ont pas du tout de nouveau la cote, justement. Bon, Angleterre, Italie, France, Pays-Bas, Turquie, Autriche, États-Unis, bon, c'est quand même de bons championnats, quand même. Oui, mais moi, je veux revenir sur les propos. On nous dit que les clubs... Non, attendez, donc ma question, vous répondez... Oui, je réponds. Moi, je réponds. Je fais d'une pierre deux coups. Je fais d'une pierre deux coups. Voilà, ce sont de bons championnats, justement, parce que dans la liste, il y a l'AS Monaco, qui n'est pas un club en France de moyen de tableau, de milieu de tableau. Là, je m'inscris en faux dessus. Pour les autres, c'est vrai, Wolverhampton, etc., etc. Mais sur Monaco, ce n'est pas un club de milieu de tableau, c'est un top club en France qui, à chaque année, est en course pour le titre en France. Cette année encore, ils sont en course. Ils évoluent en Ligue des Champions. Ils ont d'ailleurs battu une équipe importante de Première Ligue, Aston Villa, hier. Donc, pour dire que sur la liste, on a un top club qui est l'AS Monaco. C'est vrai que ce n'est pas majoritaire, mais pour revenir à un contexte, parce qu'il faut tout remettre dans son contexte, on avait une génération dorée. On a parlé des Didier Drogba, des Yaya Touré, qui étaient perçus médiatiquement comme la génération dorée des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était la meilleure génération, en tout cas, qu'on ait connue en termes de diversité de talents, en termes de visibilité internationale, c'est clair. Mais si on veut faire un parallèle avec cette génération, c'est clair que la génération des Didier Drogba est totalement au-dessus. Cette génération est défavorisée parce que oui, on a des joueurs pas forcément en âge de briller, qui n'ont pas forcément la visibilité des Didier Drogba, mais malgré ce déficit par rapport à cette génération dorée, ils arrivent à animer un marché de transfert. On nous disait tout à l'heure que ce n'est pas la quantité. Mais oui, je suis désolé, il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité. La quantité qui dénote de quoi? Qui dénote de la demande. Est-ce que les joueurs ivoiriens, ça c'est un principe de base, que ce soit un club de milieu de tableau, de bas de tableau ou de haut de tableau, est-ce que ces joueurs sont demandés? Oui, ces joueurs sont demandés parce que pour la plupart, ils arrivent à soit se faire prêter, parce que se faire prêter veut dire qu'on a de la valeur. Parce qu'un joueur qui n'arrive pas à se faire prêter, à se faire placer dans un club, ça veut dire qu'il n'a aucune valeur du tout. Alors que le fait de se faire prêter, le fait de pouvoir signer dans un club, ça veut dire qu'on a une valeur qui est quand même intrinsèque, intéressante. Donc moi, je veux dire que du fait qu'on ait une demande forte, ça veut dire que quelque part, les styles de joueurs ivoiriens correspondent à un certain nombre de clubs. Et c'est pas mal, vous le disiez, États-Unis, qui a été relancé par Lionel Messi. Je ne vais même pas parler de l'États-Unis, de Wolverhampton, qui est un club de milieu de tableau, mais qui obtient de très bons résultats du côté de la Première Ligue. En tout cas, vous maintenez votre réponse. Oui, donc, c'est bel et bien un oui. Pour ce qu'on a actuellement, comparativement à notre génération dorée, c'est de la haute couture. Oui. On ne peut pas espérer. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Noël, vous avez votre réponse. On peut faire du neuf avec du vieux. Ah oui, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Allez-y. Non, mais moi, ma satisfaction dans ce mercato, c'est Amad Diallo.
Amad Diallo, parce que Aurial l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des Ivoiriens aujourd'hui dans un top club, Manchester United, dans le plus grand championnat. Et que le club le plus titré d'Angleterre, au niveau local, bien sûr, pas européen, et qui joue les grandes compétitions européennes. Et on a un Ivoirien là, Amad Diallo, qui est prolongé pour plusieurs saisons et qui peut devenir un joueur clé de cette équipe. La deuxième satisfaction, Aurial l'a dit aussi, c'est Konaté Vali, latéral gauche de l'équipe nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, qui a coûté 665 millions de francs CFA. Je suis heureux parce que le RCA est à la ramasse actuellement. Le champion en griffe covidé de la Ligue 1 est à la ramasse et cette manne-là peut faire en sorte que le club se relève après ses déboires avec le groupe Ineos qui était son partenaire. Donc, voici quelques-unes de mes satisfactions. Je ne vais même pas parler des joueurs qui partent de la SEC Mimosa à leur club miroir Armabi en Suède. Donc oui, il y a quelques satisfactions, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les standards que les Ivoiriens nous ont montrés, surtout avec la génération dorée. Le dernier gros transfert d'un Ivoirien dans un grand club, c'était Kessié de Milan à Barcelone, ou à l'air de l'Ajax à Dortmund. Point. Point pour vous. D'accord. Oui, Noël, allez-y. Oui, enfin, ce que je veux dire pour revenir rapidement sur ce que Rebondir avec les propos de Ballot, oui. Il n'a pas tort, Ballot, quand il dit ça, effectivement. Mais bon, il faut qu'il sache que le prêt-à-porter, c'est le prêt-à-porter. Que la grande couture, c'est la grande couture. Non, mais ça, c'est... J'insiste là-dessus. Vous maintenez le débat. J'insiste là-dessus parce qu'il faut que ça reste... Parce que, bien sûr, il y a eu des mouvements. Bien sûr, le joueur ivoirien est demandé. Maintenant, à quel niveau il est demandé? Parce que nous, on n'a pas forcément envie de faire que de la... On n'a pas envie de brader ou de produire pour produire. On veut produire de la qualité. Par contre, là où je suis interpellé, c'est par rapport à ce que Jean-Philippe a dit tout à l'heure. Il a dit qu'aujourd'hui, les grands clubs, et ça c'est un constat général qu'il faut vraiment se faire. Jean-Philippe a dit tout à l'heure que les grands clubs européens ne demandent pas. Dans les grands clubs européens, on constate qu'il n'y a pas de grands joueurs. Comme à l'époque, il y a eu les Adebayo. C'est la vraie question qui se pose poser. Pourquoi il n'y a pas de grands joueurs? C'est peut-être un problème de... Parce qu'effectivement, la simplicité aurait été qu'on dise, oui, ils ne veulent pas des Africains, ou alors, peut-être qu'on a un niveau on a peut-être notre niveau, le niveau moyen, a un petit peu chuté. C'est aussi peut-être ça la question. Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais en tout cas, ça a le mérite d'être posé sur la table. Pour revenir à Amad Diallo, c'est très bien. C'est très bien. Il est quand même, j'ai envie de dire, l'arbre qui cache la forêt. À côté de ça, il y a le petit Konaté Vali, pas mal à Monaco. Mais attention, il a signé un contrat élite. C'est-à-dire qu'il ne s'entraîne pas avec les pros. Il signe un contrat élite, il est en dessous. C'est à lui, oui, parce qu'il faut préciser les choses. Parce qu'il a signé un contrat élite, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'entraîner avec les Senghor et autres. Il va s'entraîner avec les jeunes. Maintenant, ce sera à lui de faire ses gammes, à lui de taper dans l'œil du coach pour pouvoir s'entraîner avec les pros. Très bien. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ok, nous avons un appel en Ballot. Une seconde, s'il vous plaît. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Monsieur Assalé, il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Assalé. Bonsoir, Madame Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Assalé. Je voulais dire aussi bonsoir aux consultants. Bonsoir, monsieur. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année 2025. Bonne année à vous aussi. Et on vous écoute. Merci, madame. Oui, on vous écoute. Ben, je voulais dire pour les transferts des joueurs ivoiriens, c'est pas que la cote des joueurs ivoiriens a perdu. Et je voulais dire qu'il faut savoir exister. Aller de l'avant. On peut jouer aussi grâce à ça. On ne vous perçoit pas très bien. Monsieur Assalé, malheureusement, on ne vous entend pas très bien. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, monsieur Assalé. Voilà. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Ballot, oui, juste ajouter quelque chose. Oui, sur le constat, c'est vrai que c'est clair que ce ne sont pas les top clubs, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ces joueurs qui ont signé dans ces clubs moyens, bas, de bas niveau pour certains, est-ce qu'ils n'ont pas été courtisés par de grands clubs? Parce qu'il y a aussi le choix de carrière du joueur. On a eu, je pense que j'ai parlé d'Odilon Kosonou, qui à un moment était sur les tablettes du Real de Liverpool. On nous a même posé la... On nous a... Oui, mais bon, enfin... Ce sont des bruits de mercato. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, messieurs.
on en a discuté sur ce plateau, ce qui veut dire qu'il y a eu des sources concordantes, pas officielles, mais concordantes, allant dans le sens du fait qu'il suscite l'intérêt de ces clubs. Il y a Odilon Cotonou et oui, Malo, il faut faire attention. Bon, messieurs, on va avancer. Non, si vous ne terminez pas, on avance. C'est une évolution. Ça, c'est vrai, s'il vous plaît. Mercato d'hiver, Ballot, je vous ai donné assez de temps. Oui, mais si vous voulez répondre à chacun, mais dans ce cas, restez concentrés et terminez. Je termine. Juste dire qu'il faudrait qu'on aille au-delà aussi de la signature. Il faut savoir aussi quelles ont été les propositions soumises à ces joueurs-là. Peut-être qu'il y a eu de grands clubs, j'ai cité Odilon Cotonou, on a eu même d'autres joueurs, Amad Diallo, qui aurait pu, même dans sa période en tout cas dans sa période faste, aurait pu signer dans un grand club, mais il a préféré rester à United. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de la cote? On a bien compris. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Messieurs, s'il vous plaît, écoutons l'avis du public sportif ivoirien. On y va. C'est vraiment un moment de plaisir pour les Ivoiriens de savoir que plein de joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe nationale actuellement sont en train de briller dans leur club en Europe. Et on prend notamment le cas d'Amad Diallo qui, lui, grâce à lui, Manchester United a pu gagner un match qui était vraiment pas évident qu'il gagne le match. Et aussi Wilfried Senghor qui, hier même, grâce à lui, son club Monaco a pu remporter le match grâce à son but. Et c'est vraiment une fierté pour la Côte d'Ivoire de savoir tout cela. C'est une fierté pour nous de voir les joueurs ivoiriens monter en progression. Et ça a aidé le club à remporter des titres. Surtout même nous avons vu hier avec Wilfried Senghor qui a aidé son équipe à remporter une victoire très importante en vue de la qualification. Amad Diallo, vraiment, 2 jours là ça va parce qu'avec Manchester United, il arrive à faire des trucs qui sont vraiment dons. On va Faye Metz doit l'appeler prochain match pour venir à l'équipe nationale. Je pense que la Côte d'Ivoire est une nation à craindre pour cette CAN, avec beaucoup de joueurs en évolution. Notamment, on fait référence à Amad Diallo, qui depuis plusieurs matchs porte le grand Manchester United par ses buts, ses passes. Un joueur indispensable à l'équipe. Mais notamment, nous avons aussi Haller. Sébastien Haller qui ne jouait pas régulièrement à Leganés, mais avec le prêt à Utrecht, il a commencé à marquer. Tout ça, c'est une bonne nouvelle pour la nation ivoirienne. L'avis donc du public sportif ivoirien, mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? Oui, ça c'est vrai, une dernière phrase. Oui, les Ivoiriens n'ont plus la cote, mais quand on va gagner une 2e étoile au Maroc, la cote va revenir. Une deuxième comme une 4e? Une 4e étoile. Une 2e étoile d'affilée au Maroc en janvier prochain. Voilà, parce que voilà, c'est une compétition à cheval, décembre, janvier. La cote va revenir. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que malgré qu'on n'ait pas la cote, on a quand même des joueurs stars, des joueurs vedettes, comme Sébastien Haller. Oui. Je veux dire, c'est vraiment le haut niveau en termes d'aura et de talent. Jean-Philippe? Ben écoutez, moi, comme je le disais dans mon analyse, je pense que dans les années à venir, on va retrouver de très grands Ivoiriens dans de très grands clubs. On est dans une transition qui est en train de finir après celle de la génération dorée. Voilà, cette pression est en train de finir. Quand on regarde les jeunes qui montent, je pense qu'on n'aura vraiment pas de difficulté à retrouver des garçons de des grands clubs. Ça, très bien. Oui, Noël? Oui, enfin, en tout cas, j'espère. Hein, j'ai vraiment envie de suivre Jean-Philippe dans ce qu'il dit, mais quels sont les éléments qui nous disent ça? Moi, j'en sais rien, je ne vois rien. J'espère franchement qu'on va franchir le pas et qu'on va fournir les grandes équipes, les gros clubs. Pour revenir rapidement à ce qu'il disait. Rapidement, mais mais j'ai envie de dire à Saint-Séverin qu'on ne recrute pas forcément lors d'un grand tournoi. Les grandes équipes, les grands clubs français, européens ne recrutent plus jamais à partir des grands tournois. Parce que vous savez, les grands tournois, c'est des périodes très courtes. Hein. Un mois, tout c'est des périodes très courtes. Donc on ne recrute plus, on ne fait plus ces mêmes erreurs-là. Hein. Parce que la plupart des gens qu'on a recrutés, qui ont flambé pendant les grandes périodes, ne font plus en championnat. Et la dernière phrase à Ballot. Oui, moi je dirais qu'il y a aussi comment on est perçu. C'est vrai que pour M. Noël Boly, de manière palpable, il n'y a rien de concret, mais pour moi, lorsqu'on échange avec les observateurs du football, les agents, tous ceux qui composent le monde du football, la Côte d'Ivoire est perçue comme un véritable vivier de talent, comme un pays capable toujours de produire de la crème. Donc, partant de ce fait-là, moi j'estime qu'il y aura toujours, il y a possibilité qu'il y ait des Ivoiriens dans le grand club. Alors, mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau caviar?
Un carton jaune. Depuis qu'une équipe composée de champions d'Afrique... Ballot, vous voulez prendre les cartons jaunes? D'accord, très bien. Mercato d'hiver, les pro-ivoiriens ont-ils de nouveau la cote? C'était donc la question LGT de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Ballot. Je vous en prie. Merci, Noël Boli. Merci, Marie-Christine. La haute couture, j'aime bien. La haute couture. Merci, Saint-Séverin. Merci, et vous êtes en haute couture, c'est très bien. Merci. Haute couture, 3 étoiles. Merci de le remarquer. Vous me touchez. Oui, Jean-Philippe, merci beaucoup. Ciao, belle. Un compliment de Jean-Philippe ce soir. Ouh là là, c'est vraiment l'anniversaire des 4-0 Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Allez, c'est la fin de la grande team. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.